Juste pour introduire, Anne-Cerise Tissot, je travaille à Réserve naturelle de France depuis le mois de septembre pour coordonner un projet LIFE. On a parlé de LIFE Tourbière tout à l'heure. Là, c'est un nouveau projet LIFE qui s'appelle Nature Adapt, donc sur l'adaptation de la gestion des espaces naturels. Et donc, je vais vous présenter le contenu du projet puisqu'il démarre cette année, donc on n'a pas encore vraiment de résultats. Voilà. C'est incroyable ça. Alors, on va faire un petit exercice pour démarrer. Ça me fera. Je gagnerai les deux premières diapos, il n'y a pas de souci. Alors, on va faire un petit exercice. Comme ça va vous réveiller aussi. Alors, je vais vous poser deux questions qui sont un peu à l'origine du fondement du projet. La première question, je vais demander. Ah non, parfait. Je vais demander à toutes les personnes qui peuvent me citer un impact du changement climatique sur la biodiversité de se lever. Si vous avez bien écouté la journée de lundi, vous avez fait cette intervention. Allez, tous ceux qui peuvent citer un impact du changement climatique sur la biodiversité se lèvent. Ok, vous pouvez voir ça. Alors, donc ça c'est le premier constat à l'origine du projet, c'est que le changement climatique a déjà des impacts directs et indirects sur la biodiversité et que ça accélère son érosion. Dans indirect, donc direct, on en a parlé, sur la phénologie, sur les aires de répartition, etc. Indirect aussi via la modification des activités humaines, qui s'adaptent aussi au changement climatique. Typiquement en zone de moyenne montagne, la multiplication des canons à neige pour pallier à la baisse de neige, ça pompe la ressource en eau, ça modifie l'eau qui va dans les milieux. Voilà. Donc il y a vraiment des impacts directs et indirects. Deuxième question. Levez-vous ceux qui peuvent me citer un espace naturel protégé qui a fait un diagnostic de vulnérabilité au changement climatique et défini un plan d'adaptation. Voilà. Donc ça c'est le deuxième constat, c'est que la gestion des espaces naturels protégés, aujourd'hui, elle tient très peu en compte ce sujet-là. En France, il y a une étude qui a été, plusieurs enquêtes qui ont été faites en 2015 et il a été montré que moins de 15% des gestionnaires étaient sensibilisés au sujet. Il y a eu une étude similaire en Europe qui arrivait à des chiffres d'environ 18%. Donc voilà, c'est un problème français, mais aussi européen. Et donc, la naissance du projet Nature Adapt, l'idée, c'est d'adapter la protection de la nature aux défis du changement climatique en Europe. Et le sous-titre, fondement d'un apprentissage dynamique collectif, c'est l'idée de dire qu'on va apprendre en faisant dans ce projet, et qu'on a vraiment une dynamique collective et basée sur l'expérimentation. Alors, ça c'est les fondements du projet. Donc les objectifs, vers où on veut aller. Donc la finalité du projet, c'est d'intégrer, en innovant sur la base des ressources existantes, les enjeux du changement climatique dans la gestion des réserves naturelles et plus largement des espaces naturels protégés. Donc, ce qui est important, même ce qui n'est pas en gras, c'est-à-dire qu'en innovant sur la base des ressources existantes, il y a déjà des choses qui sont faites. Et pour préciser, donc la gestion des réserves naturelles, puisque donc RNF, Réserve naturelle de France, coordonne ce projet, on positionne les réserves naturelles comme des pilotes sur ce sujet dans la grande famille des aires protégées, mais on veut aussi entraîner les autres avec nous. Et donc l'idée c'est vraiment de changer de paradigme et de passer d'une gestion planificatrice, qui aujourd'hui pour les réserves, on fait des plans de gestion à 5 ans ou à 10 ans, de passer de cette gestion planificatrice à une gestion adaptative. Donc on s'est donné un objectif à 10 ans, donc le projet est sur 5 ans, mais on se donne des objectifs plus généraux, c'est d'avoir 80% des gestionnaires de réserve qui ont adopté des modalités de gestion adaptative, et que les autres espaces naturels protégés s'engagent aussi dans cette démarche. Donc c'est quand même un projet ambitieux. Et donc vous l'aurez compris, on s'attache à plusieurs cibles dans ce projet.
Tout d'abord, les gestionnaires de réserves naturelles de France métropolitaine, mais plus largement, les gestionnaires d'espaces naturels protégés de France, encore plus largement, les gestionnaires d'espaces naturels protégés européens. Donc là, on a une logique d'échelle. On s'adressera aussi aux gestionnaires d'espaces naturels non protégés, donc typiquement les forestiers, par exemple, d'autres. On va aussi s'adresser aux acteurs à l'interface des politiques climat et biodiversité et au grand public. L'idée, c'est vraiment pas que le gestionnaire fasse ça dans son coin, mais on va travailler aussi à des échelles plus larges que les espaces protégés, à des échelles de territoire un peu plus intégrateurs. Donc ça, ce sont nos objectifs. Au niveau du contenu, en gros, l'idée... je sais pas si c'est un pointeur. Non. Donc l'idée, il y a 4 grands types de contenus. C'est d'abord développer une méthodologie, je dirais, opérationnelle pour des gestionnaires, pour faire ce diagnostic de vulnérabilité au changement climatique et s'adapter. C'est en parallèle de ça, développer une communauté d'experts et de praticiens. Donc à partir du noyau de partenaires qui a développé le projet, on va essayer de faire grossir cette communauté d'experts et de praticiens, donc qui sera faite à la fois de gestionnaires d'espaces de réserve, mais aussi d'autres espaces naturels protégés et non protégés. C'est développer des expertises et des recommandations. Donc là, vous allez voir, on ne s'adresse pas tout le temps au même public non plus. Et des outils de transfert et de diffusion innovants. Voilà, on ne va pas faire un kit de 200 pages que personne ne lira. Hein. C'est vraiment l'idée d'être aussi dans des choses opérationnelles et de toucher au plus près nos publics. Alors, donc, donc la méthodologie qui va être développée, c'est vraiment se baser sur les ressources qui existent. Alors, il en existe surtout à l'échelle internationale. Le problème, c'est que souvent, ce sont des choses qui sont très peu appropriées. Donc, l'idée, c'est de se baser sur l'existant et de définir une méthode qui nous semble opérationnelle et de l'expérimenter sur 6 sites pilotes. Donc, dans ces 6 sites pilotes, il y a notamment la réserve des tourbières du Morvan. Donc, le parc du Morvan est partenaire du projet. Je le reciterai après. Voilà, j'en profite. Et donc, après, il sera retesté sur 15 autres sites dans un deuxième temps. Donc là, vraiment, sur la partie méthodologie, on va vraiment travailler avec les gestionnaires d'espaces naturels protégés de France métropolitaine majoritairement. Ensuite, donc, je vous disais, le deuxième objectif, c'est de développer une communauté d'experts et de praticiens qui va pouvoir aussi échanger sur cette méthode et la développer, et l'incrémenter et ajouter d'autres ressources, évidemment. Et donc on va créer cette communauté à partir du consortium de partenaires, donc on a déjà dit partenaires, et l'élargir au fur et à mesure. Et donc l'idée, c'est de donner une pérennité à cette communauté. C'est pas au bout des 5 ans du projet qu'elle s'arrête, c'est vraiment qu'on ait une communauté pérenne derrière. Donc là, on est aussi surtout sur les gestionnaires d'espaces naturels, protégés et non protégés. Ensuite, on va développer donc des expertises et des recommandations assez différents. Donc, par exemple, sur les services climatiques, on va faire voilà, il y a un partenaire qui va faire des revues systématiques sur des mesures d'adaptation. On va avoir aussi des recommandations plutôt à destination des institutionnels et des politiques pour que la réglementation, les politiques ne soient pas un frein à l'adaptation de ces espaces, mais plutôt un levier. Voilà, donc du coup là on va s'adresser à toute une gamme de cibles qui vont être plutôt à la fois les gestionnaires d'espaces naturels, mais aussi tout l'écosystème d'acteurs dans les politiques publiques et aussi fournisseurs de données, recherche, voilà, scientifiques, techniques. Donc on va développer, comme je vous le disais, pour transférer ces méthodologies, pour faire échanger cette communauté d'experts, pour diffuser ces recommandations, ces expertises, des outils de transfert et de diffusion à plusieurs niveaux. Donc on aura une plateforme collaborative en ligne qui est développée notamment avec un partenaire qui est Tela Botanica, certains sans doute connaissent. On va développer des formations en ligne pour les gestionnaires, ce qu'on appelle les COOC, et des formations en ligne pour le grand public, ça s'appelle les MOOC. Donc, certains connaissent peut-être le MOOC botanique qui a eu un grand succès. Voilà, et donc on va être un peu sur le même type d'outils. Voilà. Et donc pour faire tout ça, les moyens,
Donc sur 5 ans, c'est 4,2 millions d'euros. Donc si j'ai bien calculé, à peu près un quart d'une bombe sous un Rafale. Nous, on est donc 10 partenaires techniques, donc je les cite quand même parce que c'est super important. Au-delà de Réserve naturelle de France, on a Europarc, qui est une fondation, une fédération d'espaces naturels protégés à l'échelle européenne. Le Muséum d'histoire naturelle, qui va notamment travailler sur la méthodo et sur les revues systématiques. Tela Botanica, donc, qui nous apporte vraiment sa compétence d'animation de communauté d'experts, sur les formations en ligne, etc. Et ensuite, les 6 suivants, ce sont tous des gestionnaires de réserve qui sont pilotes dans le projet, les 6 premières dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la LPO, le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, les réserves naturelles catalanes, le parc du Morvan, le parc des Volcans d'Auvergne et la petite Camargue alsacienne. Et donc ce projet est financé à 60% par les fonds européens via le programme LIFE, donc LIFE Climat, et pas LIFE Nature comme les tourbières, c'est un autre fonds. L'Agence française pour la biodiversité et le ministère de l'écologie. Et ensuite des autofinancements aussi, à mentionner de la part des partenaires évidemment. Donc le calendrier, donc c'est un projet donc, sur 5 ans comme je vous le disais. Donc là on est en train de démarrer. En gros on a 10 mois pour faire des premiers prototypes. Prototype de la méthodo, prototype de la communauté d'experts, prototype de la plateforme collaborative. En gros, au milieu de l'année prochaine, on démarre une phase d'expérimentation sur ces 6 fameux territoires tests, les 6 réserves qui sont partenaires du projet, où on va tester la méthodo, les outils, etc. Et on va aussi commencer à créer des ressources, des recommandations. On va commencer à travailler sur le MOOC, on va commencer à travailler sur les recommandations auprès des politiques. Et donc, après 24 mois, donc 2 ans d'expérimentation, on va retravailler ces prototypes, ces V1, pour en faire des V2 et faire une phase de test de 16 mois sur 15 nouveaux sites. Ces 15 nouveaux sites, aujourd'hui, ne sont pas définis. Ils vont être définis par le consortium de partenaires pour être complémentaires au premier. Ce ne sera pas forcément que des réserves, ça peut être d'autres types d'espaces naturels, et ça ne sera pas forcément que en France. Et donc ensuite, à l'issue de cette phase de test, où on teste à nouveau ce qu'on a expérimenté, on va voir les prototypes validés. Ensuite, on a 10 mois de déploiement. 10 mois de déploiement, ça va être vraiment la phase où on va travailler sur ces outils aussi de diffusion. On va finaliser les outils. Et on va aussi beaucoup travailler au déploiement européen, grâce à notre partenariat Europarc. Voilà, donc très concrètement, là, pour que vous sachiez par quoi on commence, dans la phase de conception, là, on va lancer une enquête en France et en Europe sur les besoins des gestionnaires sur ce sujet. Il y a un groupe de travail qui se constitue pour travailler sur la méthodologie à partir de guides existants. On va élaborer la plateforme, le prototype de plateforme collaborative. Les revues systématiques vont être faites par le muséum sur 3 sujets, 3 mesures d'adaptation qui nécessitent vraiment de questionner la recherche pour avoir des informations d'aide à la décision. Donc là, l'idée des revues systématiques, des mesures d'adaptation, c'est de dire, je vous donne un exemple parce qu'on n'a pas encore défini vraiment ces questions-là, mais c'est par exemple se dire, voilà, est-ce que c'est intéressant de transloquer des espèces d'une réserve à une autre pour qu'elles suivent son enveloppe climatique, ce genre de choses. Et voilà, et donc nous, on se retrouve avec les membres du projet décembre 2018 pour vraiment marquer l'ouverture du projet et travailler de façon collaborative sur tous ces outils. Voilà. Quelques questions ? Merci Bernard Frochot. Donc je ne me suis pas levé tout à l'heure, j'ai eu peur d'être tout seul pour la deuxième question, mais il y a quand même un projet qui va peut-être bientôt se concrétiser dans le cadre du futur parc national des forêts de Champagne-Bourgogne, puisque là il est bien écrit partout que les réserves, il y aura notamment une réserve de 3000 hectares et une autre plus petite qui existe déjà, vont servir de témoins pour apprécier les effets du changement climatique sur les espèces en dehors de toute exploitation forestière. Ça va être bien ça l'intérêt de ce. Donc ça, si vous voulez, c'est
une façon de renseigner la question. Bon. Alors, deuxièmement, dans vos 6 sites, j'espère qu'il n'y a pas de réserve intégrale. Non, c'est des réserves. Alors, il y a des réserves nationales, il y a la réserve régionale du Morvan. Parce que dans une réserve intégrale, on ne fait rien. Donc, comment voulez-vous adapter la gestion? C'est pas des réserves biologiques intégrales, c'est pas non plus des cœurs de parc. Parce que, ayant fréquenté, notamment au CNPN, les promoteurs de réserves en France, en milieu forestier, en gros, on n'a que 2 idées. Soit on laisse vieillir au maximum la forêt et on n'y touche pas, soit on la rajeunit le plus possible pour obtenir une pelouse sèche, une lande, un marais. Ceci, ça part du constat que la biodiversité originale en milieu boisé, elle est tout au début et tout à la fin de la succession. Et donc, je pense que dans vos sites, il faudra avoir les milieux les plus jeunes possibles, là où, dans le fond, la gestion aura le maximum d'importance. Qu'en pensez-vous? C'est pas que des milieux forestiers. Hein. On est aussi sur des milieux ouverts. En fait, les 6 sites qui ont été choisis, c'était sur plusieurs critères. C'est vrai que je vous ai pas mis la carte. En fait, la sélection des 6 sites, ça a été fait sur la zone bioclimatique, donc méditerranéenne, atlantique, continentale et puis aussi alpine, sur la diversité justement des milieux forestiers, milieux ouverts, milieux humides, etc. Et sur aussi la diversité des activités humaines autour de ces réserves ou dans ces réserves. Donc voilà, est-ce qu'il y a du tourisme, est-ce qu'il y a de l'élevage, voilà, ce genre de choses. Donc c'est comme ça, donc normalement les 6 sites sont... Voilà, c'est 6 sites, hein, donc forcément ils ne sont pas représentatifs de tout ce qu'il y a, mais en tout cas c'était la recherche. Et puis ensuite les 15 sites vont nous permettre de compléter ça. Sachant qu'on a des petits sites, des grands sites, différents types de gestionnaires aussi. Voilà. Monsieur Michelin. Yann Cerise. Donc tu as évoqué dans les objectifs du Nature Adapt un objectif de transfert d'expérience, notamment vis-à-vis des opérateurs ou usagers en dehors des espaces naturels protégés. Est-ce que vous avez déjà identifié ou travaillé un peu sur une feuille de route pour mettre autour de la table ces types d'acteurs, hein, ces types d'usagers, et si oui, lesquels, et sinon comment comptez-vous procéder et quand? Ouais, alors c'est une très bonne question, ça me permet d'aborder un sujet que j'ai pas présenté parce que c'est un gros projet. En fait, dans la phase de conception, on va mettre en place un comité de déploiement qui est justement en fait l'instance qui va travailler sur cette feuille de route pour dire justement comment parce que nous on a la base sur la partie gestionnaire, on sait qui est-ce qu'on va atteindre, mais comment on va les atteindre dans la phase de déploiement. En fait, on va le construire au fur et à mesure du projet. Et donc dans la phase de conception, là on a un comité de déploiement qui va être créé avec des partenaires extérieurs au projet. Notamment avec l'AFB, mais aussi avec des gestionnaires. Enfin, je pense que sans doute on demandera à l'ONF ou à d'autres gestionnaires d'espaces naturels de se joindre à nous pour réfléchir à ces stratégies de déploiement. Mais pour l'instant, c'est pas fixé en fait. Mais c'est prévu d'y travailler. Une question là-bas ? Alors, c'est plutôt pour un témoignage. Moi, je travaille en réserve naturelle régionale encore récemment. Et c'est vrai que ces problématiques de changement climatique pour RNF, Réserve naturelle de France, c'était déjà pris en compte et réfléchi depuis un moment. Même nous, on a été questionnés en 2015-2016. En gros, on nous a dit au niveau régional, vous les réserves, vous êtes des sites pilotes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le changement climatique? Et toute la question la remarque qu'on avait fait, c'est vous êtes bien gentils, mais c'est du temps, c'est de l'argent. Et on a déjà beaucoup de mal à boucler les budgets, à faire ce qu'il faut faire sur les réserves. Alors, donnez-nous les moyens d'aller de l'avant pour travailler sur le changement climatique. Parce que les réserves sont des sites pilotes pour toutes ces questions-là, mais il faut les moyens. Et voir qu'aujourd'hui, ça débouche sur un live avec des moyens pour avancer, ça fait plaisir. Et c'est du boulot. J'en profite pour rebondir. Merci pour ce témoignage. Donc effectivement, il y a des moyens dédiés pour l'expérimentation et pour la phase de test pour les gestionnaires, pour qu'ils puissent travailler là-dessus.
Et j'en profite aussi pour ajouter un élément sur la méthodologie. C'est que ça va être une méthodologie qu'on va proposer à Tiroir par rapport aux moyens des gestionnaires. C'est-à-dire, on va dire, voilà, vous n'avez pas de moyens, c'est quoi le minimum syndical? Vous avez un peu de moyens, voilà ce qui serait bien de faire. Vous avez les moyens, vous donnez les moyens, ou on vous a donné les moyens, voilà jusqu'où vous pouvez aller. Donc, je rebondis là-dessus, parce que cette histoire de moyens, évidemment, c'est central. Pardon. Excusez-moi, moi je suis de l'ancien temps, hein, et simplement je voudrais très naïvement vous demander combien y aura-t-il d'emplois pour des jeunes dans ce grand programme, ou bien est-ce que vous faites travailler tous ceux qui sont actuellement en train de travailler, et que donc ce n'est qu'une façon de mettre en esclavage les chercheurs qui sont actuellement ici. Bon, alors personne n'est contraint de participer au projet, je tiens à le dire. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais évidemment, en fait, dans le budget, il y a une grosse partie qui est du travail humain, quoi, hein, du financement de salaire. Du financement de salaire de personnel qui est existant, mais de nouveaux personnels aussi. Moi, voilà. À RNF, on va être 4 personnes recrutées sur ce sujet. Sur la phase d'expérimentation, il y a pour chaque site des CDD de 18 mois qui sont prévus. Sur la phase de test, il y a aussi des moyens développés. Chez chaque partenaire, chez les autres partenaires, notamment Europarc, il y a un poste de créé, à Ménachen aussi, il y a un poste. Voilà, Tela Botanica aussi. Enfin voilà, il y a des postes de créé effectivement pendant le projet. Et en fait, dans le projet, la Commission européenne, de toute façon, c'est pour eux, c'est aussi une vigilance qu'ils ont, c'est qu'ils ne donnent pas de l'argent pour financer des gens qui sont déjà en poste aussi complètement. Donc on a des contraintes par rapport à ça. Et puis on a aussi des indicateurs des résultats du projet, des indicateurs socio-économiques. Et donc à la fin du projet, on pourra vous dire aussi combien d'emplois ont été créés, non seulement dans le projet, mais aussi autour du projet. Et autour des dynamiques de territoire, comment on impacte socialement aussi chaque territoire. Donc ça va être travaillé. Je confirme, c'est un critère important dans tous les projets européens. Ce bilan socio-économique en fin de programme sur ce que ça a pu engendrer ou pas par rapport à ce qui existait avant et comment ça s'est déployé ou pas. Monsieur Penn. Non, pas fini. Ah mais moi j'ai envie de rester la soirée avec vous. Moi je tiens. C'est 23h44 la fin. Ouais. On a le temps, c'est 19h30 la fin du programme. C'est vrai que RNF a apporté beaucoup de, à la science du gestionnaire ainsi que d'autres réseaux de gestionnaires en produisant des guides de gestion qui ont amené à distinguer, on va dire, les vrais des faux gestionnaires. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes qui se prétendent maintenant gérer de manière conservatoire des milieux naturels. Et puis on voit des gestions qui ne sont pas basées sur un diagnostic, ou qui ne sont pas planifiées dans le temps, ou qui ne sont pas pérennes. Genre on va couper un bois pour retrouver une pelouse, comme disait Bernard Frochot tout à l'heure, puis on n'a pas prévu que derrière la pelouse, les arbres allaient revenir très vite et que le coût de gestion derrière, on ne pourrait pas l'assumer. Donc actuellement, c'est plus du tout le cas dans les réserves naturelles nationales, dans les réserves naturelles régionales non plus, j'espère. Mais on voit aussi beaucoup de gens qui se prétendent gestionnaires tout autour. Et très sincèrement, on voit aussi encore dans nos réseaux des gestionnaires qui n'étudient pas du tout leur bilan carbone. Je ne citerai pas de nom, mais des gestionnaires qui vont faire des jolis chantiers nature, et avec les bénévoles, on brûle tous les bois sur place. En plein. Alors, c'est interdit de faire ça près des routes, c'est interdit normalement dans les villes, mais on est encore sur parfois des gestions qui sont très en retard en termes de prise en compte du bilan carbone. On voit aussi des séminaires, je ne les citerai pas, ou des congrès où on a encore des gobelets en plastique. Donc en clair, on a encore des chiottes chimiques sur certaines réserves naturelles, on pourrait avoir les chiottes sèches. Donc en clair, est-ce que vous, dans ce programme-là, vous prévoyez aussi d'avoir une étude de la bonne gestion? Alors ça existe pour certains... Il y a des documents, mais ce n'est pas du tout généralisé au niveau national sur les gestionnaires du naturel qu'il y ait des guides sur comment je prends en compte mon bilan carbone. Et je ne citerai pas les naturalistes qui font des kilomètres en voiture, qui ne connaissent pas le mot covoiturage,
Et sincèrement, par moments, c'est vraiment étonnant de voir une sortie botanique où il y a 20 voitures avec une personne par voiture. Il faudrait vraiment qu'on puisse réunir, si vous faites genre de guide, dites-nous, s'adapter au climat, oui, mais d'être gestionnaires qui soient eux-mêmes respectueux du climat. C'est pas une action qui est prévue dans le projet. Mais je pense que, par exemple, dans la réflexion sur la méthodologie, il y a des choses à faire. Bilan carbone des plans de gestion de réserve. Commencez par regarder chez vous. Ça peut être une recommandation. Daniel annonce une dernière question, c'est ça? Une grande dernière question? Sinon, on fait l'exercice. Ouais, qui est venu à deux, Voilà. Qui est seul, seul. Bon, ben, en tout cas, merci à tous. Qui sait à quelle heure ça commence demain?